à partir de la force de la place qui s'exerce sur un conducteur parcouru par un courant plongé dans un champ magnétique, qui est une notion très fondamentale, on va réaliser en fait une application d'ingénierie. C'est-à-dire qu'en fait, on va regarder l'ancêtre du moteur à courant continu. Alors, le dispositif, je ne vais pas le dessiner au tableau, mais plutôt le faire apparaître ici, voilà qui est fait. C'est donc une spire, comme vous le voyez, rectangulaire. Elle est plongée dans un champ magnétique B uniforme et permanent, obtenu par exemple par un aimant en U, comme c'est le cas là sur la figure. Et puis, la spire est parcourue par un courant. Et il y a un dispositif que nous commenterons tout à l'heure, qu'on appelle collecteur et balai, en fait, qui permet d'inverser le sens de circulation du courant à un moment précis de la rotation du cadre par rapport à son axe de rotation. Alors, je vous ai dit, je ne vais pas le représenter au tableau en perspective, on a pour ça l'image que vous avez sous les yeux, mais je vais travailler en projection dans le plan, parce que c'est beaucoup plus facile à dessiner. Donc c'est cadre parcouru par un courant dans B. Alors B, on va le mettre, hypothèse, uniforme, verticale, vers le bas, mais ça c'est purement conventionnel. Et le cadre, en fait, le voilà, donc c'est ça. Mais vous le voyez, en fait, vous le voyez par la tranche en projection plane, et il va tourner autour d'un axe qui est dirigé, donc perpendiculaire au plan du tableau, dirigé vers vous, par exemple, enfin peu importe l'orientation de l'axe, et donc le cadre tourne comme ça. Donc vous avez un conducteur supérieur qui va apparaître dans le tableau, donc je vais représenter le cadre à une position quelconque par rapport à l'axe vertical. Je le prolonge un peu ici. Ça, c'est l'axe de rotation que j'appelle Z. Donc, il tourne comme ça. À un moment donné, ici, vous voyez ce conducteur qui est projeté selon un point ici, et on va faire l'hypothèse que le courant circule ici, sortant, c'est-à-dire que le courant vient vers vous. En d'autres termes, le courant circule dans ce sens dans la spire. Okay, et par conséquent, ici, le courant, bien sûr, est sortant, I. Et puis, vous avez encore deux conducteurs qui apparaissent comme un premier segment dans le plan, et le deuxième derrière, bien sûr, il est confondu avec ce segment aussi dans le plan du tableau. Puis il faut nommer les points. Alors on va dire à l'arrière P, Q, R et S. Donc là, vous avez, ici, vous avez simultanément P et Q, qui sont, par la projection plane, superposés au même point dans le plan du tableau. Là, vous avez R et S. Voilà, alors on va appeler θ l'angle que fait les segments QR et PS avec la verticale. Et l'idée, c'est que puisque les conducteurs sont parcourus par un courant I, eh bien, ils subissent des forces de Laplace dont on rappelle l'expression différentielle dF égale I dL vectoriel B, que nous avons vu dans un paragraphe précédent. Alors, première chose à dire, c'est que pour un conducteur quel qu'il soit, que ce soit PQ, QR ou autre, puisque le courant I circule dans tous les éléments du circuit, ça veut dire que, en fait, quand on va sommer tous les éléments de force dF, I va être le même pour tous les éléments dL
sur l'ensemble de la spire rectangulaire. Par ailleurs, B est aussi uniforme. Donc, quand on somme sur un segment, par exemple le segment PQ, qui apparaît ici moyennant la projection comme étant juste un point. Alors, le segment, il est dans cette direction-là. Quand vous sommez tous les DF de P à Q, eh bien, vous avez somme de I dL vectoriel B de P à Q, mais le B, il est uniforme et permanent, uniforme, donc il peut sortir de l'intégrale, I également, et donc vous avez finalement I somme de P à Q de dL, le tout, donc je mets ça entre crochets, le tout vectoriel B qui lui est uniforme. Et somme des dL lorsque vous allez du point P au point Q, ben c'est tout simplement le vecteur macroscopique PQ du segment, c'est-à-dire ça fait I PQ vectoriel B. C'est-à-dire que la force de Laplace, il faut théoriquement la définir de façon différentielle, qui s'exerce sur un élément de circuit, mais nous sommes dans un cas de figure qui est suffisamment favorable pour qu'elle s'écrive directement, cette force qui s'applique sur le brin PQ, comme étant tout simplement le courant I qui est non ambigu, c'est le courant qui circule dans le cadre. PQ, c'est le brin macroscopique du conducteur. Vectoriel B qui, lui, est uniforme. Donc, du coup, on a une formulation de la force qui est directe et assez triviale. Ça sera évidemment le cas pour tous les autres brins. Il y a 4 brins en tout dans ce circuit, et c'est ce que nous allons maintenant regarder plus en détail. Alors, je vais garder ce schéma, et du coup, je vais continuer à travailler sur ce tableau, même si il me faut effacer un peu très régulièrement. Alors, je reviens ici sur mon cadre, le voilà. Qu'en est-il des 2 brins qui sont représentés ici? QR, c'est le brin qui est donc incliné de l'angle θ par rapport à Z, et puis derrière, confondu avec la projection plane, vous avez PS. Alors ça fait donc une force, on a dit QR est égal à I, le vecteur QR vectoriel B. Alors ici, QR, il est dirigé dans ce sens, hein, QR, vous voyez la trace, là, ça fait un vecteur comme ça, vectoriel B qui est vertical dirigé vers le bas, avec la règle des 3 lois, ça fait un vecteur, une force, qui est perpendiculaire au plan du tableau. On peut la représenter ici, en couleur. Je la décale légèrement, mais elle est dirigée vers vous. Hein. QR vectoriel B, ça fait bien une force qui est dirigée vers vous. Mais cette force, il est évident qu'elle a un moment nul par rapport à l'axe de rotation. Elle va éventuellement déformer le conducteur si elle est suffisamment intense, la force. En tout cas, elle va avoir tendance à tirer sur le conducteur, mais elle ne participe pas à la rotation du cadre, parce que son moment est nul. Et évidemment, pour donc PQRS, pour la force qui s'exerce sur le brin SP, alors par contre, là, pour le coup, du coup, le vecteur SP, lui, il est dirigé vers le haut, SP vectoriel B dirigé vers le bas, ça fait une force qui, ici, est toujours perpendiculaire au plan du tableau. En revanche, elle est sortante. Et elle va tirer le conducteur du fond dans le sens perpendiculaire mais sortant. Mais ce moment est nul aussi. Donc ça, on peut tout de suite écrire que... Alors moment, je ne sais pas comment vous écrivez, moi je mets un M ronde. Moment de la force QR par rapport à l'axe de rotation que j'appelle delta, mais c'est OZ, hein, c'est OZ, est égal au moment de la force SP
par rapport à l'axe de rotation égale 0. Ça veut dire que ces deux brins là du cadre, on a déjà réglé leur compte, ils ont des moments qui sont nuls, ça veut dire qu'ils n'interviendront pas dans l'équation mécanique. Somme des moments égale J θ point point. Voilà, donc ça, c'est réglé. Maintenant, regardons les deux forces qui s'exercent respectivement sur PQ et sur RS. Alors allons-y, c'est très simple. FPQ égale I, le vecteur PQ vectoriel B, et FSP, pardon, c'est RS, PQ, RS, oui, c'est ça. RS est égal à I, RS vectoriel B. PQ dirigé vers vous, RS dirigé sortant. Les deux forces sont égales et opposées, puisque PQ égale moins RS. Donc la somme des forces est nulle. Somme des forces est nulle, pas de problème. On a affaire à un couple de forces. Par définition, c'est un système de au moins deux forces dont la somme, la résultante des forces est nulle, mais la somme des moments des forces par rapport à l'axe des rotations est non nulle. C'est ça qui entraîne la rotation du cadre, bon, comme vous le savez. Ça donne... Maintenant, calculons les moments. Calculons les moments. Alors, allons-y. Alors, quand on calcule les moments, on peut évidemment utiliser un produit vectoriel, mais là, on va le faire directement par projection dans le plan. On va se donner un... On va les représenter les forces. Donc, PQ vectoriel B, ça fait une force qui est dirigée horizontale, mais vers votre droite. PQR, RS vectoriel B, règle des trois doigts, c'est une force qui est dirigée toujours horizontale, mais dans l'autre sens. Et ça, c'est F qui s'exerce sur le brin RS. Elles sont égales et opposées, et clairement, mais cette force-là a tendance à faire tourner le cadre vers le bas, là, du côté droit, ici. Hein, vous poussez, donc le cadre, il va avoir tendance à pivoter. Et puis ici, pareil, vous poussez ici, donc ça remonte ce bras-là, et par conséquent, la somme des moments est non nulle. Et le moment total, par rapport à l'axe de rotation, alors c'est quoi? Alors, I... les vecteurs PQ, respectivement RS et B, sont perpendiculaires, donc il n'y a pas de... Dans PQ vectoriel B, il n'y a pas de sinus θ, en fait, ou alors il est égal à 1. Donc ça donne la norme du vecteur PQ. Donc on va supposer que cette longueur-là, je l'appelle petit a, okay, c'est la longueur pour le cadre du brin long, puisque c'est un rectangle. Donc ça me donne A fois B. Ça, c'est la norme de la force. Et je vais appeler petit b cette longueur-là. Donc ça veut dire que là, cette diagonale-là, c'est B sur 2, parce que B, en fait, c'est toute la longueur ici de cette diagonale. Donc, on obtient B sur 2, hein, qui est l'hypoténuse, mais le bras de levier, c'est la distance de la force par rapport à l'axe de rotation. C'est-à-dire que pour l'angle θ, bah, c'est le côté adjacent, c'est-à-dire fois cos θ. Fois cos θ. Mais ça, c'est uniquement le moment de la force PQ par rapport à l'axe de rotation. Et puis, il y a le moment de la force RS, mais c'est le même. Il a le même signe, puisqu'il a tendance à faire tourner le cadre dans le même sens. En norme, la force est la même,
Et le bras de levier, ben pareil, c'est toujours pour l'angle θ qu'on retrouve ici le côté adjacent, donc ça fait B sur 2 fois cos θ. Donc en fait, on a 2 fois ici tout ça, c'est-à-dire que finalement, on a I fois A fois B fois grand B fois cos θ. Voilà, alors ça, c'est relativement facile à interpréter parce que, en fait, c'est quoi A fois B? A fois B, c'est la surface du cadre. Le côté long, A fois le côté court. Donc ça fait I fois S fois B fois cos θ. Et ça, c'est le moment des forces magnétiques, des forces de Laplace par rapport à delta qui est mon axe de rotation. Bon, on peut encadrer, il ne s'agit pas de retenir par cœur. Alors, est-ce que, avec ça, donc le cadre tourne, est-ce qu'on a réalisé pour autant un moteur? La réponse est non. Pourquoi? Parce que, regardez bien ici, hein, on va aussi tout à l'heure remettre l'animation qui montre qu'on n'a pas encore tout à fait réalisé un moteur. Là, vous avez un moment non nul, donc le cadre pivote, et puis, à un moment donné, il arrive dans la position horizontale. D'ailleurs, qu'on peut représenter ici en rouge. Donc, le cadre va se mettre ici, en position horizontale. Et alors, à votre avis, que devient le moment? Une force de ce côté-ci, une force de ce côté-là. Mais là, le moment devient nul. C'est-à-dire qu'en fait, θ est égal à pi sur 2, cos de pi sur 2, ça fait 0. Donc le moment devient nul. Alors, vous allez me dire, ok, mais seulement un très court instant, c'est vrai. Donc, il arrive dans cette position, et comme le cadre a l'inertie mécanique, il continue à tourner. Donc maintenant, on va le représenter un tout petit peu plus tard, donc qui fait un angle encore assez faible. Voilà, il est dans cette position-là. Et maintenant, regardez ce qui se passe ici. Vous avez toujours vos deux forces, égales et opposées, qui exercent un couple, sauf que maintenant, cette force-là, elle pousse par en bas, elle a tendance à faire revenir le cadre en arrière. Idem pour celle-ci, qui pousse et qui a tendance à faire revenir le cadre en arrière. En d'autres termes, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça passe par un mouvement nul, par inertie ça continue, mais attention, le mouvement s'inverse. Et donc le cadre, il va revenir en arrière, il redépasse de nouveau la position horizontale, le mouvement s'inverse à nouveau, et en fait il va osciller jusqu'à ce qu'il va s'immobiliser, parce qu'à un moment donné, il y a des frottements forcément, hein. On peut imaginer ça qualitativement, c'est une oscillation, mais avec perte, comme dans toute oscillation, et à un moment donné, en fait, il va s'immobiliser, et il ne s'immobilise pas n'importe comment, il s'immobilise, évidemment, quand le moment total est nul, et surtout, vous constatez qu'il y a quelque chose qui est assez remarquable, c'est que quand il est immobilisé, en fait, vous avez le champ magnétique qui est perpendiculaire à la surface. Et ça veut dire que, si vous regardez B fois S, qu'est-ce que ça suggère, ça, comme quantité? Même si ici, elle est décrite sous forme, en fait, macroscopique, B fois S, c'est un flux. C'est le flux du champ magnétique. Mais, attention, à travers le cadre, qui n'est pas une surface fermée. Donc, souvenez-vous, quand on a défini la notion de flux, il fallait bien, toujours, le théorème de Gauss notamment, le théorème de Gauss fonctionne quand le flux du champ électrique est envisagé à travers une surface fermée. Or, ici, on a affaire à un flux du champ magnétique à travers le cadre qui, lui, est une surface ouverte. Voilà, pour ce premier paragraphe, on va juste encore donner un tout petit complément d'information. On va réenvisager un tout petit peu ici ce moment-là, parce que, alors je suis obligé d'effacer un peu, parce que sinon la figure devient un petit peu trop lourde, et on ne voit plus vraiment les informations pertinentes. Voilà, ok, Z, bon,
c'est pas fondamental. Alors, ici, on a dit, ah oui, mais BS, ça suggère un flux. Alors, quand on calcule un flux à travers une surface, vous savez tous qu'on utilise le concept de vecteur ds qui est localement perpendiculaire à la surface. Ça veut dire qu'ici, on peut définir un vecteur S alors un S macroscopique, hein, dont la norme, ça serait A fois B. A fois B. Et ce vecteur S qui n'est pas unitaire, puisqu'il a comme norme A fois B, en fait, il fait un angle et la question, c'est il faut définir son angle par rapport à B, à la verticale. Donc, en fait, l'angle, il est repéré par rapport à cette verticale-là. Alors, est-ce que c'est θ? Non. C'est pas θ, parce que θ est ici. Or, cet angle que nous cherchons, parce que quand on fera le calcul du flux, on aura BS fois le cosinus de l'angle, eh bien, vous constatez que c'est l'angle qui est complémentaire à θ par rapport à π sur 2, parce que ça, par définition, c'est un angle droit. D'accord? Donc, ça veut dire que finalement, le cosinus de θ est égal au sinus de phi, si j'appelle phi le complémentaire de θ à π sur 2. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait réécrire la formule I fois B fois S fois sinus phi. Et en fait, là vous avez, donc je répète, prémisse d'un flux dont on aura besoin dans un chapitre ultérieur, quand on reprendra ce schéma dans un chapitre, cette fois-ci, où on verra que la machine ici qui fonctionne en tant que convertisseur électromécanique, le cadre est parcouru par un courant qui génère donc un mouvement mécanique. La machine est réversible. Si je l'entraîne mécaniquement, je vais obtenir une tension aux bornes du cadre par le phénomène d'induction électromagnétique que nous verrons dans quelques chapitres. Voilà.